La SCP, stimulation cérébrale profonde, comment ça marche, à qui ça s'adresse? On fait le point tout de suite avec mon invité. Donc je suis avec le docteur Bertrand Degausse, vous êtes chef de service neurologie à Avicenne. Alors la SCP, donc stimulation cérébrale profonde, en quoi ça consiste? Alors la stimulation cérébrale profonde, dans le cas du Parkinson, ça consiste à faire une intervention neurochirurgicale, donc c'est une intervention au bloc opératoire, qui consiste à placer des électrodes dans le cerveau en visant notamment une structure qui s'appelle le noyau sous-thalamique. Ces électrodes qui se trouvent dans ces structures vont envoyer des petites impulsions électriques à une certaine fréquence pendant une certaine durée et vont permettre de soulager les patients de leurs symptômes, ce qui permet de réduire leur traitement médicamenteux, donc va remplacer tout ou partie des traitements médicamenteux anti-parkinsoniens. C'est une opération lourde, ça dure combien de temps? C'est une opération lourde, la durée peut varier en fonction de différents facteurs, mais en tout cas c'est plusieurs heures effectivement. Est-ce que c'est une opération délicate? C'est également une opération délicate, déjà c'est une opération neurochirurgicale, où on ouvre la boîte crânienne. Il faut être très précis, puisque la structure qu'on va cibler mesure quelques millimètres. Donc on place des électrodes dans une toute petite structure, ce qui nécessite d'avoir ce qu'on appelle un cadre stéréotaxique, c'est-à-dire un cadre qu'on fixe à la boîte crânienne des patients et qui permet d'avoir des mesures très précises pour cibler la structure cible. Le patient, par contre, est conscient pendant l'opération? Là aussi, il y a différentes écoles en fait, de neurochirurgie. Il y a des neurochirurgiens qui vont faire ça, le patient étant éveillé. Alors cet état d'éveil ne se place pas pendant toute l'opération, mais certains neurochirurgiens vont avoir le patient éveillé pour le faire interagir lors de l'intervention, ce qui permet d'objectiver si les électrodes sont bien placées dans le noyau sous-thalamique dont je vous parlais tout à l'heure. D'autres écoles, d'autres neurochirurgiens vont faire l'intervention uniquement chez un patient anesthésié. Donc en fait, le fait que le patient soit éveillé, c'est pour commencer le réglage, c'est ça, des impulsions? C'est plus pour savoir si on est dans la bonne structure que pour faire des réglages. Les réglages se passeront dans un deuxième temps. D'accord. Alors, il y a aussi, en plus de l'opération, il y a des piles sous le thorax. C'est ça. C'est pas tout de placer les électrodes dans le cerveau. Si vous placez les électrodes dans le cerveau, il ne se passe rien, parce qu'il faut qu'il y ait les impulsions électriques dont je vous parlais, il faut qu'elles soient émises par une batterie. Donc c'est pour ça que dans un deuxième temps, on va placer des batteries de type pacemaker, comme pour les pacemakers cardiaques, qui vont fournir cette énergie, donc ces impulsions électriques, avec une certaine fréquence. Typiquement, c'est du 130 Hz chez les patients parkinsoniens. Pendant une durée, chaque impulsion va durer 60 à 90 microsecondes, là aussi typiquement. Et on va appliquer également un troisième facteur qui est le voltage, l'intensité délivrée. Donc en fait, si je résume, je vais avoir des électrodes dans le crâne. Tout ça, ça va être relié à des piles qui sont implantées dans mon thorax. Tout à fait. Alors pas sous la peau, au niveau du thorax. Alors ça peut être effectivement à ce niveau-là, au niveau des seins, on va dire. Parfois, d'un point de vue esthétique, les gens demandent où on peut placer les pacemakers, les batteries, plus bas au niveau de l'abdomen. Le réglage, comment ça se passe? Alors le réglage est dans un deuxième temps. Suite à l'intervention, on va faire des réglages. Il y a 4 plots sur une électrode de stimulation. Il y a ce qu'on appelle 4 contacts, 4 plots. Et on va tester chacun de ces plots pour définir lequel est le mieux placé dans le noyau sous-thalamique et donc lequel va permettre une meilleure amélioration de la symptomatologie des patients. Et ensuite, on va tester les différents paramètres dont je vous ai parlé. Alors, pour ce qui est de la fréquence et de la durée, typiquement, c'est 130 Hz, c'est 60 ou 90 microsecondes. Après, c'est plus sur l'intensité, où là, on va monter petit à petit l'intensité pour voir quel est le seuil minimal efficace et quel est le seuil de tolérance, c'est-à-dire le seuil le plus élevé qui permet de traiter les patients sans générer d'effets indésirables. Une fois que les réglages sont affinés, pour en avoir parlé avec des patients atteints de Parkinson, ils disent c'est miraculeux, d'un coup les symptômes s'arrêtent.
Alors c'est miraculeux, c'est un grand mot, il faut faire attention. C'est pour ça qu'il y a tout un temps de préparation des patients. Il ne faut peut-être pas exagérer sur le miracle. C'est très efficace, certes, miraculeux, peut-être pas. Ça vient effectivement remplacer toute ou partie des traitements anti-parkinsoniens, mais ce qui se passe en fait, c'est qu'on fait en sorte de se donner toutes les chances que ça réussisse, justement en sélectionnant en quelque sorte les patients. Quid des effets dans le temps? Est-ce que ça dure? L'efficacité de la stimulation, ça on le voit bien en pratique, persiste. Combien de temps à peu près? Je vais dire à vie. Le problème, c'est que la maladie de Parkinson est une maladie extrêmement complexe, avec des troubles moteurs qui répondent au traitement anti-parkinsonien et par conséquent, par définition, à la stimulation cérébrale profonde. Mais il y a aussi d'autres troubles non moteurs qui, eux, ne répondent pas à la stimulation cérébrale profonde. Et ces troubles non moteurs, comme les troubles digestifs, les troubles cognitifs, etc., vont petit à petit envahir un petit peu la vie du patient et prendre le dessus presque sur les troubles moteurs. Donc ce que vous nous dites en fait, c'est que la stimulation cérébrale profonde, ça ne soigne pas Parkinson, qui va continuer à évoluer, mais par contre ça gomme les effets moteurs de la maladie, c'est ça? C'est ça, ça va vraiment avoir le même rôle que les traitements anti-parkinsoniens. Les traitements anti-parkinsoniens vont réduire les symptômes moteurs de la maladie de Parkinson, la kinésie, la rigidité et le tremblement. Et on sait qu'un patient qui répond très bien au traitement médicamenteux anti-parkinsonien va très bien répondre à la stimulation cérébrale profonde. En revanche, tous les autres symptômes non moteurs ne répondent pas au traitement anti-parkinsonien médicamenteux et de ce fait ne répondent pas non plus à la stimulation cérébrale profonde. La SCP, ça concerne 5% des malades. En fait, il y a 5% des malades qui sont éligibles à cette opération. Alors pourquoi que 5% et c'est quoi les conditions pour être éligible? Voilà, alors c'est effectivement 5 à 10% des patients qui sont éligibles à la stimulation cérébrale profonde. Pourquoi? Parce que justement, on veut se donner toutes les chances que ça marche. Donc il y a des critères de sélection des patients. Par exemple, typiquement, on n'aime pas trop les patients qui ont plus de 70 ans. Il faut que ce soit une maladie modérément évoluée, c'est-à-dire qui évolue depuis plus de 5 ans sous traitement par L-DOPA. Donc ce sont typiquement aussi des patients qui ont des complications motrices DOPA induites, donc des complications liées à la prise du traitement par L-DOPA, à savoir les fluctuations motrices et les dyskinésies. Il faut bien sûr que les patients soient en bon état de santé, qu'il n'y ait pas de contre-indication à une neurochirurgie. Tout ça fait que à terme, il ne reste plus que 5% de la population de patients parkinsoniens qui peut être éligible à cette stimulation cérébrale profonde. Et bien sûr, il faut que ce soit des maladies de Parkinson idiopathiques et pas un autre syndrome parkinsonien, parce qu'on sait que ça ne répondra pas bien à la stimulation cérébrale profonde non plus. Donc il faut que ce soit une maladie de Parkinson avérée, en fait. Alors ça va être compliqué de dire à quelqu'un qu'il attend cette opération. Pour lui, je réutilise le terme de miraculeux parce que les malades le disent, et puis pour lui dire qu'il n'y aura pas droit finalement. Oui, c'est pas facile, parce que c'est vrai que tout patient parkinsonien, que ce soit maladie de Parkinson ou un autre syndrome parkinsonien, a entendu parler de la stimulation cérébrale profonde et va poser la question, quand est-ce que je vais être opéré en quelque sorte? Donc il faut effectivement expliquer le pourquoi du comment, et ça peut être parfois difficile à entendre, mais il faut se donner les moyens de bien expliquer les choses, peut-être même assez tôt, quand on voit en tout cas un patient parkinsonien avéré, lui expliquer voilà, les étapes un petit peu des différents traitements qui vont être à disposition au cours de son évolution, et expliquer pourquoi on va mettre en place ces différents traitements et ces alternatives thérapeutiques. On l'a vu, donc l'opération 1, elle est lourde. 2, derrière, il y a quand même les piles sous la peau, tout ça. Enfin, c'est quand même, c'est pas anodin. Alors, c'est quoi le futur de la SCP? Est-ce que c'est de la miniaturisation? Est-ce que c'est de la simplification? Est-ce qu'il y a des pistes de recherche? Est-ce que ça va être des ultrasons, des méthodes moins invasives? C'est quoi le futur? Alors, il y a déjà, le futur, c'est déjà maintenant, je vais dire. Il y a maintenant en développement des électrodes, de nouvelles électrodes. Je vous parlais d'électrodes, anciennes électrodes, on va dire, qui étaient relativement simples, avec 4 contacts
4 petits cylindres, on va dire. Et actuellement, il existe des électrodes avec plus de contacts, un petit peu orientés différemment autour d'un axe, et ce qui permet d'avoir un champ de stimulation qui peut être orienté. Et donc, de ce fait, ça peut permettre d'avoir des combinaisons un peu plus complexes, mais des combinaisons qui vont permettre d'avoir une certaine efficacité et moins d'effets indésirables. Donc ça, c'est déjà un petit peu ce qui est en cours. Après, pour ce qui est de l'ultrasonographie dont vous parlez, c'est pas encore à l'ordre du jour. C'est quelque chose d'assez récent, hein, les ultrasons. Donc, possiblement qu'il y aura des études qui essaieront d'appliquer les ultrasons au Parkinson ou à des pathologies, en tout cas du mouvement anormal. Il reste à voir ce que ça va donner. Merci beaucoup. Vous voulez en savoir plus sur le cerveau, sur Parkinson. Vous voulez continuer la conversation avec Bertrand Degausse. On vous donne rendez-vous le samedi 14 octobre à Enghien-les-Bains pour le congrès consacré au cerveau. Le cerveau, c'est inconnu. À bientôt.